Bienvenue à tous dans ce nouveau webinaire, conférence Entrepreneur avec Nicolas Doucerin. Merci à tous les internautes qui sont là. Je rappelle que nous sommes dans cette grande journée des 24 heures pour rebondir, qui a pour thème effectivement le rebond après cette crise, entre la crise sanitaire et puis cette nécessité de relancer notre économie. Et nous avons souhaité donc accueillir ce midi Nicolas. Et ceux qui suivent Second Souffle savent que Nicolas a animé depuis le début de cette crise tous les vendredis et anime encore des webinars d'une heure sur différentes thématiques tout à fait passionnantes. Et nous lui avons forcément proposé de participer à cette 7e édition des 24 heures en tant que grand témoin pour une conférence, entre guillemets, qu'on va vouloir aussi un peu interactive quelque part, durant laquelle il évoquera son histoire qui s'est déroulée pour sa part il y a quelques années déjà, qu'il a amené d'ailleurs dans la foulée à écrire un livre, Ma petite entreprise a connu la crise, et puis une BD également, qui sont disponibles. Vous pourrez les trouver. Il y a même d'ailleurs un autre livre qui est à l'écriture et qui sera disponible à l'automne. Et cette crise qu'il a constatée, cette crise de 2008, et son expérience va sans doute nous donner un éclairage sur la crise que nous venons de vivre, qui n'est pas encore terminée, et parce que personne ne peut encore bien évidemment dire combien de temps elle durera. Alors, bonjour Nicolas, vous avez été touché par le virus, vous, mais c'était pas la Covid, mais celui de l'entrepreneuriat. On vous écoute, racontez-nous un petit peu cette histoire rapidement. Et puis après ça, vous allez nous donner votre sentiment sur la situation actuelle. Ouais, écoutez, bonjour à tous. D'abord, c'est un immense plaisir de se retrouver puisque effectivement, je vois il y a un certain nombre de personnes qui nous suivent régulièrement tous les vendredis et je vois que vous êtes déjà extrêmement nombreux. Donc on va essayer d'aborder finalement cette phase-là avec optimisme. Et avant de rentrer un petit peu dans le témoignage, il faut bien comprendre que la crise, que mon entreprise, que j'ai pu traverser en 2008, est mine de rien très différente de la crise que nous vivons aujourd'hui. La crise de 2008, c'est la faillite de Lehman Brothers, je le rappelle pour la petite histoire, j'étais à la tête d'une entreprise dans les ressources humaines qui avait généré plus de 35% de croissance par an depuis une bonne dizaine d'années, d'un entrepreneur seul dans un bureau de 10 mètres carrés, nous nous sommes retrouvés à 92 en 2008, avec une entreprise florissante qui avait fait 10 années de résultats positifs, qui était implantée dans 5 régions de France, qui avait également 2 bureaux à l'international, en Suisse et en Algérie, et qui réalisait un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et dégageait un peu plus d'1 million de résultats en consolidé groupe. Lorsque la faillite de Lehman Brothers est arrivée, j'étais à l'époque très loin d'imaginer les conséquences que ça allait avoir. C'est symbolisé d'ailleurs, vous le voyez encore, ça me touche par ce bouquin, vous savez, ce tsunami, cette vague venue des États-Unis et qui est venue finalement en quelques jours emporter sur son passage toute une économie. Et c'est vrai que quand je me suis levé ce 15 septembre 2008, j'étais très loin d'imaginer les conséquences, la violence et la dureté de la crise de 2008. Alors cette crise, on l'a dit, elle est venue des États-Unis. C'était avant tout une crise financière, c'est-à-dire un assèchement immédiat, j'allais dire, quasiment intégral des banques. C'est pour ça qu'à l'époque, le président de la République, Nicolas Sarkozy, s'était évidemment empressé de réinjecter de l'argent dans le système bancaire pour essayer de maintenir un petit peu tout ça à flot. C'est l'époque, la grande époque où on voyait nos amis anglais faisaient la queue auprès de chacune de leurs banques pour aller chercher leurs livres sterling. On parlait de la faillite de l'Espagne, du Portugal, de l'Angleterre, de la Grèce. On envisageait même celle de la France, potentiellement avec l'implosion de l'euro. On était dans une crise terrible, angoissante, stressante, et finalement qui a eu un impact extrêmement négatif sur le plan économique, avec, je le rappelle, 1 900 000 chômeurs et donc des milliers, des dizaines de milliers de patrons de TPME, de plus grandes entreprises qui ont été durement frappées, impactées, et avec des dispositifs que nous n'avions pas tous à l'époque, tels qu'on peut le connaître par contre en 2020. La crise de 2020, elle est très différente. D'abord, c'est une crise sanitaire. Elle n'est pas venue des États-Unis, elle est venue de Chine. Mais disons qu'elle s'est répandue à une vitesse vertigineuse aussi au niveau de la planète. Et aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, les amis,
nous allons faire face à une crise économique monumentale. Et je pèse mes mots, monumentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas se voiler la face. Nous ne sommes qu'au tout début de la crise économique. Si je refais un flashback 12 ans en avant, je vais vous donner un ordre d'idée, c'est que quand j'étais à la tête de mon entreprise le 15 septembre 2008, ma PME, qui faisait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, avait exactement 2 100 000 euros de trésorerie sur ses comptes bancaires. 2 100 000 euros. Tous les voyants étaient au vert, tout allait bien, et chaque année, j'ai consolidé mon bilan en renforçant mes fonds propres, en augmentant le capital pour avoir une assise financière conséquente pour être capable de surmonter. Malgré tout cela, j'étais très loin d'imaginer que 9 mois après, j'allais me retrouver au tribunal de commerce de Nanterre à devoir mettre en redressement judiciaire mon entreprise. J'étais mais très très loin de l'imaginer. Je pouvais imaginer un retournement de situation, une baisse de chiffre d'affaires, une décroissance pendant un certain temps, mais je pensais avoir l'assise financière, la trésorerie nécessaire pour pouvoir tenir. Et si je me permets de vous le dire aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, en 2020, à l'heure du déconfinement quasiment au niveau national, chaque entrepreneur va devoir faire face à cette crise économique. On le voit, on a eu hier plus de 840 000 nouveaux chômeurs en un seul mois, et malheureusement, ça n'est pas terminé. L'économie va être durement frappée, il va falloir du temps, il va falloir surtout un certain nombre de qualités auprès de vous, auprès de chaque entrepreneur, pour tenir, résister et surtout s'adapter pour être en capacité de rebondir et de faire évoluer son modèle économique. Et le témoignage que je souhaiterais vous apporter aujourd'hui, pour rentrer un petit peu dans cette phase-là, c'est vous dévoiler peut-être les quelques qualités qui me semblent essentielles à un dirigeant d'entreprise, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle derrière tout ça, c'est qui dit crise économique, dit aussi des opportunités. Et l'objectif, c'est d'améliorer cette solidarité nationale, c'est de s'entraider, c'est de partager pour adapter votre modèle économique et faire que demain, vous soyez debout et que vous puissiez rebondir. Quand j'ai été amené à mettre en redressement judiciaire mon entreprise au 30 juin, on m'avait sorti cette statistique où il n'y avait que 2% des entreprises qui pouvaient et qui arrivaient à convaincre le tribunal de commerce de présenter ce qu'on appelle un plan de continuation, d'accord ? Et donc, durant la période d'observation, qui a duré 6 mois pour mon entreprise, j'ai réussi à démontrer pendant 6 mois notre capacité à restructurer, à retourner, à nous adapter, à arrêter de faire finalement du conseil en recrutement parce qu'il n'y avait plus un seul poste à pourvoir. Donc, on a décidé de lancer 23 projets. Sur ces 23 projets, il y a eu 21 échecs, il y a eu 2 succès. Et ce sont ces 2 succès qui ont permis à l'entreprise de s'adapter, d'utiliser finalement les compétences, les talents différemment pour générer un nouveau business qui a été capable à l'entreprise de regagner de l'argent, de convaincre le tribunal et de sortir par le haut en validant ce qu'on appelle un plan de continuation. Donc vous le voyez, toute cette période-là, 6 mois, qui a été très dure, très intense, avec beaucoup de violence, beaucoup de pression, parfois beaucoup d'angoisse, finalement, on a fini par s'en sortir et c'est sur ce que j'ai dû mettre en place, finalement sur ce que j'ai vécu, sur ce que j'ai traversé avec mes collaborateurs, que je souhaiterais vous exposer en quelques minutes et puis ensuite prendre le temps sans doute de répondre à quelques-unes de nos questions. Alors, j'imagine donc, quand je vous écoute, Nicolas, il faut quelque part un peu, cette crise, elle a secoué, elle a ébranlé complètement tout un monde, et les entreprises en particulier. Et il faut maintenant qu'elles se réinventent, qu'elles se réorganisent. J'entendais des chefs d'entreprise, alors ceux qui étaient au chômage partiel. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, cette personne n'était pas forcément complètement à sa place dans l'entreprise et je vais restructurer un petit peu mes équipes. Est-ce que c'est un peu vers ça ou est-ce que vous encouragez les entrepreneurs à se poser, à pas être dans cette… Bien sûr, il y a la nécessité de rentrer de l'argent et des affaires, mais est-ce qu'il y a aussi cette nécessité de se poser et de revoir un petit peu sa copie et quelque part et son organisation? Oui, alors déjà, la première qualité, c'est assez marrant parce que finalement, cette question, personnellement,
j'aurais de quoi être terriblement angoissé parce qu'aujourd'hui, j'ai une entreprise, je suis aussi durement impacté, j'ai aussi les mêmes conséquences. Mais finalement, cette crise, je la vis avec beaucoup de sérénité, beaucoup de recul. Et c'est sans doute parce que j'ai vécu celle de 2008, qui a été terrifiante, qui m'a angoissé, qui m'a tétanisé à la fois l'esprit et paralysé le corps. Mais cette fois-ci, je la vois avec beaucoup. Mais par contre, je sais qu'elle va être violente, je sais qu'elle va durer très longtemps, et je sais qu'on est seulement au tout début de la crise. C'est-à-dire que cette crise, elle va s'amplifier à la fin de cette année, avec des faillites d'entreprises, malheureusement, énormément de chômage, un ralentissement comme on n'a jamais connu en France, en Europe et dans le monde. Et derrière, il va malheureusement y avoir des restructurations extrêmement importantes. Maintenant, pour répondre à la question, je vais vous dévoiler ce qu'il faut faire. D'abord, pour moi, la première qualité d'un dirigeant, d'accord, c'est de garder en période de crise son sang-froid, son calme et sa lucidité. Il faut essayer d'éviter de se laisser submerger par ces émotions, parce que cette crise, elle est anxiogène aussi bien au niveau de l'entreprise, mais c'est surtout l'externe qui est très anxiogène. Bon, je ne vais pas faire de la politique, mais l'environnement politique, la communication du gouvernement, la communication de M. Salomon à 19h tous les soirs, indiquant le nombre de victimes, de morts dans chaque pays, tout ça génère un stress extrêmement négatif, qui est exactement ce qu'il ne faut pas faire d'ailleurs en gestion de crise, puisque par définition, le rôle d'un manager, c'est de garder son sang-froid et c'est de garder du calme. Ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième conseil, c'est vis-à-vis de vos collaborateurs, il faut absolument ce qu'on appelle garder le cap. Garder le cap, on est tous aujourd'hui incapables de bâtir un plan à 2 ans, à 3 ans, avec les mêmes ambitions qu'on pouvait avoir avant le Covid-19. Par contre, ce qui est important, c'est de redéfinir des objectifs à court terme, ça peut être à 2 mois, à 3 mois, à 4 mois, pour redonner un minimum de visibilité et regagner la confiance de vos collaborateurs. Un chef d'entreprise ne réussit jamais seul. Le seul moyen de redresser, le seul moyen de s'adapter, c'est de convaincre les salariés, les fournisseurs, les clients et les collaborateurs, et c'est de se remettre dans un projet d'entreprise où vous puissiez embarquer les gens et finalement garder ce cap-là. Le troisième élément qui me semble vraiment essentiel et très important, et on l'évoquait là à l'instant, c'est évitablement l'agilité. On ne peut pas rester les deux pieds dans le même, les deux pieds dans la glaise et regarder la crise passer. Je suis abasourdi de voir des entrepreneurs qui pensent qu'aujourd'hui, on rentre dans la période de déconfinement après 2 mois et demi de confinement intense, et derrière, on va attendre l'été, tout le monde va partir en vacances, se reposer, se détendre un peu, et puis ça repartira au mois de septembre, octobre. La réponse est non, les amis. C'est maintenant qu'il faut repartir au combat. C'est tout de suite. Il ne faut pas attendre 6 mois. Le 15 septembre 2008, quand Lehman Brothers a fait faillite, j'avais 2 100 000 euros sur mes comptes bancaires. Le 30 juin 2009, c'est-à-dire 9-10 mois après, j'étais au tribunal de commerce de Nanterre. Et c'est là où il faut agir avec force et vigueur. C'est là où il faut adapter son entreprise. Je vais vous donner quelques exemples de manière extrêmement concrète. J'ai accompagné par exemple des restaurateurs. Un restaurateur avait 2 restaurants et il était dans l'incapacité, il était tétanisé par les enjeux avec restaurants fermés, fermeture. Alors c'est quelqu'un qui avait investi beaucoup d'argent, qui avait emprunté auprès des banques avant la crise pour adapter sa restaurant. Et là, il se retrouve avec des dettes, des charges énormes malgré les aides de l'État et surtout à ne plus entrer 1 euro de chiffre d'affaires. Et je lui ai dit, vous avez 2 options. Avant, vous étiez dans une forme passive. Vous avez un restaurant dans un lieu unique et vous étiez passif. Vous attendiez que le client vienne à vous. Mais rien ne vous interdit aujourd'hui, malgré le Covid-19, d'aller vers le client. Et donc derrière, comme vous venez de vous installer, mettez en place votre savoir-faire, élaborez une recette un peu originale, compétitive, bien placée, et vous proposez un produit du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, marketez, faites-en une offre, allez mettre dans les boîtes aux lettres, allez montrer à vos clients que vous êtes toujours là, que vous êtes vivant, que vous avez un vrai savoir-faire, et comme tout le monde est confiné et que plus personne ne peut sortir au restaurant, proposez cette offre de service. Et ça vous permettra 2 choses, ça vous permettra de rebondir après, et lorsque vous serez en capacité de réouvrir finalement vos restaurants, vous aurez indirectement fait de la promotion
de la communication, vous gagnerez une nouvelle clientèle et vous remplirez à nouveau votre restaurant. Donc, quand on dit qu'il faut être agile, l'agilité, c'est bien regarder son environnement, c'est l'observer et c'est adapter et modifier vos offres. Et pour arriver à ça, si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez quelques collaborateurs, mettez-vous autour d'une table, prenez un paperboard, faites émerger les idées dans l'esprit de vos collaborateurs. D'abord, ça leur évitera de gamberger à rien faire. C'est le premier élément. Deuxième élément, vous apprendrez beaucoup plus de vos collaborateurs et vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un paquet de bonnes idées. Évidemment que nous, quand on a lancé ces 23 projets, j'avais mis mes collaborateurs par table de 5, on a mené cet exercice. Évidemment que beaucoup de projets ont échoué, mais on en a 2 qui ont été des projets extrêmement bénéfiques, qui nous ont permis de surfer sur la crise quand il n'y avait plus un seul recrutement. Ça nous a permis de dégager pas loin de 200 000 € de bénéfices durant la période d'observation. Et ce sont ces résultats qui nous ont permis de valider le plan de continuation pour ensuite rebondir et faire finalement partie de ces 2% d'entreprises capables de s'en sortir. Donc, ce que je veux dire par là, c'est garder cette notion également d'agilité. On a évoqué le plan à court terme. Ne bâtissez pas un plan, mais aidez-vous, bâtissez un plan avec des objectifs précis et surtout, soyez transparent et communiquez sur vos résultats. Lorsque vous avez une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, ce qui est terrible en gestion de crise, c'est que finalement, on perd un peu ses moyens et sous le stress, sous la pression parfois, on est extrêmement maladroit dans sa communication. Or, la communication en gestion de crise, elle est essentielle. Il est important pour vos collaborateurs, mais même vos partenaires, vos fournisseurs et vos clients, c'est surtout de donner du sens, c'est d'expliquer les choses. On peut accepter une mauvaise nouvelle, encore faut-il l'expliquer et expliquer ce que vous allez faire. Et je vais mettre les pieds dans le plat. À l'heure aujourd'hui où nous avons 840 000 nouveaux chômeurs qui pointent à Pôle emploi, chiffre dramatique, j'imagine qu'un grand nombre de chefs d'entreprise aujourd'hui sont amenés à devoir se séparer de personnes et lancer, évidemment, et mener des licenciements parce que tout simplement l'activité n'est plus là et il faut adapter l'outil de production. D'abord, cette période-là, malgré tout, il faut la communiquer auprès des collaborateurs. Il faut expliquer pourquoi est-ce qu'un dirigeant est amené aussi parfois à devoir prendre des décisions difficiles. Hein, c'est sûr que c'est beaucoup plus sympathique de sortir un papier avec un CDI, de signer, d'embaucher ou de verser des primes ou de verser des salaires et des augmentations, mais aussi un chef d'entreprise, c'est ce qu'on appelle le courage managérial. Il faut savoir réduire parce que si vous ne le faites pas suffisamment vite, eh bien, c'est le risque de se retrouver comme je l'ai été dans mon entreprise, c'est-à-dire que j'ai attendu aussi trop longtemps pour lancer les licenciements. Et il y a un moment donné, je n'avais plus la trésorerie suffisante pour pouvoir adapter ma force de production. Et le résultat, c'est qu'on est quand même passé par la case redressement judiciaire. Donc, le courage en plus, je vous coupe, mais en plus avec des cadres qui coûtaient cher à l'époque. Alors, il se trouve que dans mon métier, en plus de conseil, je n'avais que des cadres. À l'époque, c'était 3 mois de préavis, qui avaient en moyenne 7-8 ans d'ancienneté. Donc, en fait, pour la faire simple, quand je prenais leur salaire qui était important, les 3 mois de préavis, plus les indemnités de licenciement, 10 licenciements chez Solix, ça me coûtait à peu près 500 000 €. Bon, vous faites le calcul, hein, même quand il vous reste 1 million d'euros et qu'il fallait diviser l'activité par 2, eh bien, je me suis aperçu qu'au 30 avril, il me restait exactement 450 000 € de trésorerie. Il me fallait plus d'1 million d'euros aujourd'hui pour adapter ma force de production. J'avais réagi trop tard. Eh bien, je me suis retrouvé à devoir déposer le bilan. Voilà, tout simplement. Alors aujourd'hui, en tant que vous aidez aussi en ce moment des entrepreneurs notamment on parlait dans le webinaire précédent des PGE. Vous évoquiez justement tout à l'instant la trésorerie. C'est un point important aussi, cette trésorerie à préserver. Comment procéder pour qu'elle soit en bonne forme? Ce PGE est important. Vous avez une formule qui, dans les précédents webinaires, disait que ça serait presque une faute de gestion de ne pas le solliciter. Mais il faut aussi, par rapport à ses fournisseurs, comment agir? Disons que évidemment, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre.
Alors, ce qui est toujours terrible, c'est qu'il faut toujours dissocier l'humain, qui est évidemment essentiel, parce que, je le dis toujours, hein, la plus grande valeur de l'entreprise, c'est le capital humain. Bon. Le problème du capital humain, c'est qu'il a un coût qui est lié à des charges salariales, des charges patronales, et puis tout ce qu'il faut dans l'écosystème pour qu'il puisse produire, travailler et faire ça. Bon. Il y a un moment donné, le rôle d'un chef d'entreprise, c'est d'anticiper justement la crise. D'accord? C'est d'anticiper dans les 6 mois, les 8 mois, les 10 mois, d'où le fait d'avoir les bons tableaux de bord, d'être capable de sortir ses résultats, d'avoir un prévisionnel de trésorerie à jour, d'être en lien permanent avec ses banquiers, d'être en capacité d'anticiper. Moi, j'avais tous ces outils-là, mais j'ai sans doute voulu trop attendre parce que j'avais construit mon entreprise de zéro. Chaque salarié avait été embauché. Et quand il a fallu prendre la décision de licencier, j'ai attendu 6 mois avant de commencer à licencier. Et ces 6 mois ont été fatals à l'entreprise. J'ai attendu finalement trop longtemps. Et au lieu de devoir me séparer peut-être de 25-30% des équipes, eh bien au final, on a été ORJ et on aurait pu être liquidé immédiatement. Et donc, indirectement, par ma non-décision, par le fait d'avoir attendu trop longtemps les licenciements, eh bien finalement, j'ai pris le risque de mettre en péril tout le monde. Et je sais que c'est très difficile, mais c'est une décision qu'il faut savoir prendre. Alors sur la trésorerie, il y a plusieurs moyens d'améliorer sa trésorerie. Évidemment, c'est là où il faut anticiper. Important d'avoir un bon prévisionnel de trésorerie, de le tenir de manière hebdomadaire et surtout d'anticiper par rapport à vos charges à venir. Donc le moyen d'améliorer votre trésorerie, elle est très simple. D'abord, il faut prioriser au niveau des fournisseurs. C'est-à-dire que quand on est en gestion de crise, il y a ce qu'on appelle les fournisseurs prioritaires qu'il faut maintenir parce que sans eux, vous ne pouvez pas fonctionner, vous ne pouvez pas produire, vous ne pouvez pas facturer. Et il y a ce que j'appelle les fournisseurs secondaires. Alors, c'est terrible parce que ça va engendrer des baisses d'activité, mais il faut être capable de geler un contrat, de décaler sur la durée pour consacrer l'essentiel, encore une fois, des moyens humains et financiers à ce que l'entreprise puisse tenir pour ensuite réinvestir. Mais il faut accepter de diminuer et en fait diminuer la sortie de cash. Le deuxième élément qui est très important, c'est la rentrée de cash. Il faut évidemment recouvrer, être extrêmement exigeant sur le recouvrement de ses créances, ne pas laisser passer des factures impayées à 40 jours, 45, 60 jours. Et malheureusement, on le voit trop souvent dans les TPE, PME. Je me bats avec les entrepreneurs que j'accompagne. Vous devez être exigeant. Le recouvrement, c'est une politique de tous les jours. Vous devez avoir quelqu'un qui s'en occupe. C'est une relance. Il faut être organisé, structuré et ne pas laisser l'argent sur le compte bancaire de nos clients. D'autant plus que s'il y a des risques derrière de faillite, c'est autant de risques de ne pas être payé. Et donc, vous allez accentuer par définition la pérennité même de votre entreprise. Le troisième élément, c'est le prêt PGE. C'est le décalement des charges sociales et le prêt PGE. Moi, j'ai encouragé les entrepreneurs à utiliser ce prêt PGE, même ceux qui avaient quand même une trésorerie largement excédentaire. Alors, pour une raison là-dessus, d'abord parce que, je le redis, je pense que la crise va être très violente et je pense qu'on est au tout début de la crise seulement. Donc, le vrai sujet, c'est en fin de cette année et sur tout le premier semestre 2021. Et personne n'est capable aujourd'hui de dire est-ce qu'on va avoir une deuxième vague? Est-ce que ça va reprendre de manière dynamique, moyennement dynamique ou pas? Quelles sont les conséquences financières du confinement aujourd'hui, de la reprise avec de la période estivale? Allez faire un prévisionnel aujourd'hui de trésorerie et même d'exploitation pour la fin de l'année pour votre TPE, PME. Je défie quiconque de faire quelque chose de sérieux qui tienne la route et de relever les compteurs en fin d'année. Donc, il faut prendre de la précaution. Et cette année, enfin, j'allais dire maintenant, on a la chance d'avoir un État et BPI qui ont débloqué des fonds colossaux. C'est vous utilisez, vous faites votre demande auprès de votre banquier, vous utilisez le prêt PGE et il y a deux options. Soit au bout de 9 mois, vous n'avez pas eu besoin de cet argent et j'irai qu'à la limite, tant mieux pour vous, bravo. Et dans ce cas-là, vous prendrez l'option de rembourser intégralement votre PGE. Soit, effectivement, c'est mon discours qui se tient et vous allez vous apercevoir qu'au fil du temps, cette trésorerie, elle va être tout simplement vitale pour votre entreprise, peut-être pour passer j'allais dire, la période de tempête, mais peut-être aussi pour réinvestir, pour relancer votre activité. Et dans ce cas-là, vous serez bien content d'avoir déjà l'argent et de négocier ce qu'on appelle un étalement de la dette de 2 à 5 ans, c'est vous qui choisirez,
avec à nouveau des taux d'intérêt, mais au moins vous avez le cash. Et donc, vous ne prenez pas le risque de mettre en péril et de mettre en faillite votre entreprise. Ok, merci beaucoup. On va essayer d'écouter et de prendre quelques questions des internautes avec des réponses les plus courtes possibles. Si William nous entend, Alors, est-ce le bon est-ce qu'il y a moment quelques pour questions? créer une nouvelle entreprise? Les entreprises sont à l'écoute d'opportunités et de collaborations possibles. Je n'ai pas entendu le début, mon cher William. Est-ce le Désolé. bon Oui, moment c'était pour coupé. créer une nouvelle entreprise? C'est le meilleur. Alors, les amis, je vais vous dire, ça, c'est quelque chose de très positif. Il n'y a pas de meilleur moment pour créer une entreprise qu'en pleine période de crise. Alors, certains vont me dire, il est complètement fou. Je vous dis non. Je suis moi-même en train d'en créer 2 nouvelles. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans des hauts de cycle, généralement, tout le monde est en confiance, les banquiers sont en confiance, les actionnaires sont en confiance, vous-même, vous êtes en confiance, on lève de l'argent beaucoup plus facilement. Et derrière, quand on lance ce projet, on a tendance à dépenser très rapidement. Et c'est là où beaucoup de dirigeants et parfois beaucoup de start-upers font énormément d'erreurs. On dépense, on prend des locaux, on embauche une assistante, du matériel informatique, on y va, on y va. La crise arrive, boum, tout le monde descend et on se retrouve à la case départ. En période de crise, c'est le moment. Je rappelle que crise, ça veut dire agir, ça veut dire décider. Vous avez une capacité énorme. Il va y avoir des opportunités. Alors certes, peut-être de collègues ou d'entreprises qui vont faire faillite, mais c'était une bonne occasion de pouvoir racheter des entreprises, intégrer les personnes, aider un entrepreneur qui va faire faillite finalement à passer le cap peut-être d'une autre manière, par de l'association, par de l'entraide. J'invite d'ailleurs les patrons de TPE-PME à essayer de s'unir pour réduire vos coûts fixes et essayer de mutualiser vos moyens pour être plus efficace. Et un nouveau projet qui débute en période de crise, pourquoi c'est la meilleure période? C'est très simple. C'est parce que vous allez démarrer avec un peu plus de prudence, vous allez être très précautionneux, faire attention avec vos investissements, et petit à petit, où la crise petit à petit, la situation économique va s'améliorer. Chaque mois qui va passer, ce sera un petit peu plus facile de faire du business, un petit peu plus facile de signer. Et donc, c'est un excellent moyen de consolider et d'arriver après 2, 3, 4 ans de manière beaucoup plus solide, en ayant connu les périodes difficiles, mais d'avoir une entreprise qui a des fondamentaux, des fondations qui soient extrêmement solides. Donc, n'attendez pas, c'est maintenant qu'il faut investir. Voilà, le bon moment pour créer son entreprise. Une autre question, William, s'il te plaît. Alors, avec toutes ces aides, le PGE, etc., qui sont en différé, ne sont-elles pas un piège et un décalage dans le temps des problèmes structurels de l'entreprise? Alors là, tu en parlais, hein, ça, de ce décalage, et voilà, dans 6 mois ou dans 1 an, qu'est-ce qui va se passer quand il va falloir rembourser la charge c'est très compliqué parce que je dirais que chaque cas d'entreprise est différent. C'est sûr que si vous étiez une entreprise avant la crise sanitaire, avant le Covid-19, déjà fragile, avec des mauvais résultats, peut-être pénalisée par les gilets jaunes, je parle notamment des magasins dans des villes qui sont retrouvés bloqués des week-ends complets à pas vendre, qui étaient déjà extrêmement affaiblis, qui ont obtenu ce prêt, c'est sûr que pour elles, ce n'est pas une garantie de survie pour plus tard. Parce que par définition, elles contractent une dette. Cette dette, elle va venir alourdir le bilan. Et bien évidemment, il va falloir la rembourser à un moment. Et c'est vrai que là, on risque d'avoir des déconvenues très importantes. C'est tout le système. C'est-à-dire qu'autant le système a été extrêmement bien mis en place avec beaucoup de rapidité, beaucoup de réactivité. Peut-être qu'on a ouvert les vannes un peu trop vite auprès de certaines entreprises, mais à l'inverse, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui n'auraient pas pu passer ce cap sans avoir ces aides-là et qui pourront au contraire étaler leurs dettes parce qu'elles ont les moyens structurels de s'en sortir à moyen et long terme. Je le dis avec beaucoup d'humilité, je n'ai pas bénéficié de ces aides en 2008 parce qu'elles n'existaient pas. Mais si j'avais eu le dispositif actuel en 2008, je peux vous le dire droit dans les yeux, jamais ce leak ne serait passé par la case du redressement judiciaire. Jamais. Une autre question, William? Merci. Ben oui. Où est-ce qu'elle est? Que penses-tu d'un statut d'entreprise sociale et solidaire? Alors, le statut, personnellement, moi, j'y suis pas très favorable. En fait, je ne suis pas pour... je pense que notre pays crève de notre législation. Voilà. On crève de notre administration. On crève d'imposer des règles
et de pondre des lois en permanence. Moi, je serais assez favorable d'ailleurs pour que nos députés, quand ils fassent une loi, la contrepartie, c'est qu'ils acceptent d'en supprimer 10 pour alléger, simplifier et nous faciliter la vie. Par contre, si derrière cette question, c'est est-ce que nos entreprises demain, sans nous l'imposer par la loi, on doit avoir des dirigeants d'entreprise qui soient davantage sociales, solidaires, j'allais dire écologiques, hein, c'est-à-dire en tenant compte bien évidemment de l'environnement, s'inscrire dans cette transformation que notre planète, que notre économie doit subir, la réponse est oui. Mais je crois plus par la pédagogie, je crois plus par la formation de nos jeunes, dès la maternelle, par l'école primaire, par nos collégiens, par nos écoles, nos grandes écoles, par des entrepreneurs un peu modèles, un peu exemplaires, que par, encore une fois, la législation pour créer un statut spécifique qui, derrière, va essayer d'imposer, de contraindre, etc. Voilà. Moi, c'est plutôt ma philosophie et ma manière de voir les choses, parce que je trouve qu'on crève de toutes ces lois. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis bien placé pour le savoir. C'est quand même un frein, mais considérable. D'ailleurs, l'exemple en est parfait avec la commande de masques. Vous avez Israël qui a réussi à commander des masques en l'espace d'une semaine, de se faire livrer avec extrêmement peu de victimes en Israël. Et vous avez un État France ultra puissant avec la 4e armée mondiale qui a été infoutu pendant 3 mois de commander des malheureux masques. C'est quand même assez affligeant et ça démontre bien notre système aujourd'hui qui est complètement sclérosé. Une dernière question peut-être, William, avant de conclure. Non. Il y a André Amougou qui pose comment savoir quand c'est le moment de prendre des décisions difficiles, c'est quoi les marqueurs? Franchement, c'est une très bonne question. Je disais moi-même très modestement que j'ai attendu avant de prendre des décisions difficiles. Pour moi, la décision la plus difficile, ça a été évidemment le licenciement, hein, de devoir finalement débâtir en quelques mois ce que j'avais mis 12 ans à construire, moi et mes collaborateurs. Ça a été dans la tête quelque chose de très difficile. Mais encore une fois, j'ai fait une erreur et j'aimerais raconter ça pour vous donner le sens. Quand mon entreprise allait bien et gagnait beaucoup d'argent, j'avais évidemment des très bons collaborateurs, des excellents, des très bons, des bons, des profils un peu plus moyens. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons dans un autre environnement, mais dans le contexte de mon entreprise, on ne peut pas dire qu'ils délivraient de manière très efficace. Et puis, j'avais des gens qui étaient vraiment moyens, pas bons. Et le problème, c'est que le rôle d'un chef d'entreprise, c'est de créer de l'équité. Bon. Et je me suis aperçu durant ces années de croissance que finalement, je crée de l'inéquité parce que je ne sanctionnais pas, et parfois il faut savoir le faire, des collaborateurs qui étaient en rupture et qui finalement ne donnaient pas le meilleur d'eux-mêmes quand d'autres donnaient beaucoup, s'investissaient, partageaient, jouaient l'esprit de groupe et l'esprit collectif. Ce que m'a appris la crise, c'est qu'on ne connaît véritablement ses collaborateurs qu'en période de crise. C'est là où on voit ceux qui ont de la résilience, du courage, de l'esprit de solidarité, de l'entraide, du partage, et ceux à l'inverse qui peuvent être parfois un peu plus égoïstes, un peu plus excentrés, et qui ne jouent pas l'intérêt général, qui essayent de privilégier leur intérêt personnel. Eh bien, ce que j'ai tiré, moi, de la crise, c'est que je peux vous dire que dans toutes mes entreprises qui ont suivi, maintenant, je suis extrêmement exigeant avec les collaborateurs et les collaboratrices avec lesquels je travaille. Et je ne laisse pas s'installer cette forme d'inéquité. Donc, c'est ce qu'on appelle le courage managérial. Et de temps en temps, eh bien, il faut savoir se séparer de personnes. C'est souvent d'ailleurs très utile pour elle-même, hein, parce que si elle réagit comme ça dans une entreprise donnée à un moment donné, c'est qu'elle-même n'est pas forcément au mieux de sa forme et au mieux dans l'environnement de l'entreprise. Et le fait de pousser, de l'aider en respectant bien évidemment la loi, l'accompagnement, la formation, il ne s'agit pas de faire ça de manière violente, bien évidemment, mais ça a aidé aussi un certain nombre de mes collaborateurs dont j'ai dû me séparer et qui 2 ans après m'ont remercié parce que de les avoir poussés, ça leur a permis aussi de rebondir dans un autre contexte qui convenait mieux à leur personnalité, qui convenait mieux à leurs compétences professionnelles. Donc oui, il faut avoir du courage managérial et surtout, n'attendez pas trop longtemps.
Merci beaucoup, Nicolas. Un dernier mot peut-être pour conclure. Comment on fait pour tenir le coup? Parce qu'effectivement, on a entendu la trésorerie, savoir s'entourer, prendre soin de soi aussi, c'est important. Oui. Mais alors, pour tenir le coup, comment on fait? Quels conseils vous pourriez donner? Bah, pour tenir le coup, on est comme nous tous, nous sommes des êtres humains avec évidemment chacun nos qualités et nos faiblesses. Pour tenir le coup, il faut que la tête tienne et le corps. Donc, mon premier conseil, c'est que déjà, ça ne sert à rien de travailler 16 heures sur 24, du lundi au dimanche non-stop, parce que de peur d'être angoissé et tétanisé, on ne fait que ça, rien que ça, uniquement que ça. Pourquoi? Parce que vous allez vous épuiser physiquement, épuiser mentalement, surtout vous allez perdre en lucidité, vous allez donc prendre de mauvaises décisions, et en prenant ces mauvaises décisions, vous allez mettre en risque votre entreprise. Donc déjà, le premier conseil, c'est même en période de crise, gardez-vous ce que j'appelle des espaces-temps pour décompresser. Ça peut être 1 heure de yoga, ça peut être 1 heure de sport, puisque maintenant c'est encore plus facile, on est à nouveau déconfiné, voilà, même si vous jouez pas bien, allez faire du sport. Demain, quand les théâtres vont réouvrir le cinéma, ça peut être de se faire une séance par semaine pour se libérer l'esprit, sortir de ses problèmes, mais il faut absolument libérer l'esprit et garder cette lucidité et cet équilibre général. Puis le deuxième conseil très important, c'est que n'oubliez pas, ne soyez pas centré sur vous-même, sortez, regardez autour de vous, il y a des gens avec du talent qui sont prêts à vous écouter, il y a des associations pour vous aider comme Second Souffle, il y a des associations entrepreneuriales, vous avez des coachs, vous pouvez avoir un ami, des collaborateurs, appuyez-vous sur des personnes qui ont la niaque, appuyez-vous sur des personnes qui sont positives, appuyez-vous sur des personnes qui vont finalement vous aider à maintenir votre niveau de confiance, à galvaniser un petit peu votre énergie, et c'est ce qui vous permettra de tenir, de résister, puis ensuite de rebondir. Parce que vous aviez, notamment pendant cette fameuse crise, vous aviez lu un livre, il me semble, qui vous a donné aussi un petit peu la force de continuer. Oui, il y a des livres. Napoléon et ses campagnes Oui, de Russie. Oui. J'ai toujours été admiratif de Bonaparte et de Napoléon, c'est très vrai. D'ailleurs, je lisais à l'époque, On parle de guerre. Hein. Les livres, les livres de Max Gallo, parce que j'aime bien partir de nulle part et face à l'adversité, finalement, montrer cette capacité, ce que j'appelle, c'est la résilience, hein, tout simplement. Hein. C'est cette capacité à surmonter un obstacle, à franchir et toujours trouver des solutions. On avait fait d'ailleurs s'adapter très vite, en fait, c'est ça. On revient l'agilité, la résilience, la communication, l'empathie pour manager, avoir de l'écoute, écouter ses collaborateurs, comprendre, donner du sens dans chacune de vos actions. Voilà, c'est toutes ces qualités qu'il faut absolument tenir compte. D'ailleurs, c'est peut-être le dernier conseil que je vais vous donner. Notez-vous ces mots. Vous voulez noter et vous les mettez au-dessus de votre bureau. L'empathie, la résilience, l'écoute, voilà, capacité de tenir, notez-les. Au moins, à chaque fois que vous arriverez devant votre bureau, ça vous fera tilt, ça rentrera dans la tête et petit à petit, vous allez modifier votre manière de communiquer vis-à-vis de vos collaborateurs, partenaires ou fournisseurs. Ça marche. Dernier point. Donc, le livre, on peut le trouver. Donc, Ma petite entreprise a connu la crise, la BD. Et puis, un autre, on peut les trouver où? Comment? Par quel biais? C'est relayé alors, aujourd'hui, vous pouvez aller sur mon blog qui est nicolas-doucerin.fr. Voilà, il y a les liens pour aller commander, lire et découvrir évidemment ces 2 bouquins. Et puis sinon, bah voilà, vous allez sur Amazon, vous allez sur la Fnac, vous en avez. Alors, il y en a un autre qui est en écriture, qui devrait sortir. Je l'ai annoncé au début, à l'automne, sûrement. Il y en a un autre, il y en a une suite, et effectivement, ça sortira au mois d'octobre. C'est un beau projet et qui racontera la suite, mais surtout qui donnera tous les enseignements de cette crise qu'on a tous vécu en étant confinés, avec vraiment tous les conseils, tout ce que l'on peut mettre en œuvre, encore une fois, pour favoriser l'esprit d'entreprendre. Je crois dans la capacité de notre pays à entreprendre, à maintenir, même s'il y a beaucoup de freins, beaucoup de choses.
on a la chance d'avoir des entrepreneurs créatifs, innovants, qui ont une capacité de travail, une énergie débordante. C'est une des grandes qualités que nous avons en France. Eh bien, cette qualité, il faut la mettre en exergue. On a en plus la digitalisation, la technologie, les visios pour nous permettre de communiquer, ce qu'on n'avait pas tout à fait encore en 2008, hein, c'était pas aussi développé. Là, aujourd'hui, on a ces technologies, c'est ce qui nous permet de garder le lien. Et en tout cas, ce sont nos patrons de TPE-PME qui sortiront la France de la crise. Et j'y crois fermement et on réussira ensemble. Super. Merci beaucoup, Nicolas Doucerin, d'avoir été avec nous Merci. ce midi. Merci beaucoup pour tous ces conseils et ces enseignements tirés de votre propre histoire. Et on va maintenant donc couper ce webinaire et puis vous donner rendez-vous juste dans 4-5 minutes. Je rappelle que vous pouvez encore vous inscrire sur les différents webinaires de l'après-midi. Donc n'hésitez pas. Différentes thématiques sont abordées aujourd'hui pour la relance de notre économie et le soutien et l'aide que toutes les structures peuvent apporter à vous, chefs d'entreprise, des TPE, les artisans et les commerçants vivent avec difficulté, pour la plupart d'entre eux, des difficultés. Merci à tous. Ouais, merci.